Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, la vaccination a démarré. On a une stratégie de vaccination au sein de l'Union européenne et en Belgique qui va nous permettre de pouvoir démarrer rapidement. On a démarré hier dans les maisons de repos pour le personnel en partie et pour l'ensemble des résidents qui le souhaitent. Et puis, très rapidement, vont suivre les professionnels de la santé. Nous venons d'ailleurs aujourd'hui d'avoir confirmation par l'Agence fédérale des médicaments que Pfizer nous a donné enfin un agenda qui nous permet de pouvoir planifier de manière un peu plus sereine pour les prochaines semaines les vaccinations qui seront possibles et donc l'ordre de vaccination. On sait aussi que pour vacciner, les gens ont besoin de confiance et d'information. Donc l'objectif de ce webinaire à la fois c'est de donner un maximum d'informations et donc nous avons la chance d'avoir Jean-Michel Denier et Yvon Ambler qui sont à nos côtés pour vous donner ces informations techniques, scientifiques et répondre à l'ensemble des questions que vous vous poseriez, en sachant que on sait très bien que dans le niveau de confiance, les citoyens vont demander d'abord à leurs médecins et à leurs pharmaciens leur avis sur la vaccination. Et donc pour nous, c'est extrêmement important que vous soyez informés de manière complète sur les vaccinations ou la vaccination. Évidemment, aujourd'hui, on ne sait vous donner qu'une information partielle, celle dont on dispose, à savoir le vaccin Pfizer-BioNTech, qu'on appelle Comirnaty, c'est ça, Monsieur Denis voilà, mais donc sur ce vaccin-là, en sachant que l'autorisation pour Moderna devrait arriver très rapidement, on parle d'une question d'heures ou de jours maximum, et peut-être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, AstraZeneca, étant donné que la Belgique a acheté ou a commandé l'équivalent de 22 millions de doses, pour 22 millions 4 de doses pour l'ensemble de son territoire, en diversifiant son portefeuille avec 5 types de vaccins, dont un seul à ce stade est autorisé, mais les autres devraient suivre rapidement. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de passer la parole à Jean-Michel Denier. Yvon est arrivé. Voilà, le délégué. Moi, j'ai du mal à me connecter. Pour la région wallonne, oui, qui est au four et au moulin ces derniers jours. Et donc, je le remercie pour son application, comme d'ailleurs celle de Monsieur Denier. Et donc, sans plus tarder, Monsieur Ambler, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bonjour à toutes et à tous et mes meilleurs voeux pour l'année nouvelle. On va faire, je pense, ensemble tout ce qu'on peut pour qu'elle soit meilleure que l'année 2020 que nous venons de quitter. Alors pour ça, il est peut-être nécessaire de replacer très très brièvement la campagne de vaccination qui s'ouvre dans une perspective historique, en rappelant que la vaccination, qui est quand même une des grandes victoires de la santé publique et de la science moderne, trouve ses racines au XIXe siècle avec deux événements majeurs. D'une part, d'abord, la première vaccination faite par un médecin anglais, Jenner, Édouard Jenner, qui au fond observe que dans les exploitations agricoles, les fermiers sont au contact d'une maladie de la vache assez proche de la variole et que cette proximité protège ces personnes d'une variole par rapport à les citadins, par exemple, la variole étant une maladie qui fait à l'époque des ravages considérables dans la population humaine. Et il a l'idée de tester sur un jeune enfant cette hypothèse en lui inoculant la pustule de la vaccine, et il démontre une protection contre la maladie variolique. Et c'est de cette expérience, puisque la vache en latin se dit vacca, et la maladie portant le nom de vaccine, que vient le nom de vaccination. Mais c'est Louis Pasteur qui, un peu plus tard, sur le même principe, mais cette fois-ci d'une manière beaucoup plus active et généralisable, affaiblit le virus de la rage et arrive de cette façon à vacciner sans provoquer la maladie. Et il y a cet épisode historique un peu romantique qui est resté dans la littérature de Pasteur vaccinant
un jeune enfant mordu par un chien enragé en profitant de cette particularité qui est que l'incubation de la rage est très longue, 2 mois en moyenne, et donc après que l'enfant ait été infecté, il le vaccine et obtient une protection vaccinale qui sauve le petit Joseph de la rage. Alors aujourd'hui, on va le voir avec Jean-Michel Donnier, les progrès évidemment de la biologie et de la médecine ont permis de sophistiquer très fort le phénomène, mais son principe reste évidemment le même au cours du temps. Il s'agit donc de profiter de cette observation que lorsque nous sommes infectés par un agent qui nous rend malade et que nous en guérissons, notre système immunitaire qui a participé activement à cette guérison garde une mémoire de l'événement qui nous est arrivé et que cette mémoire nous protège soit totalement, soit partiellement d'une nouvelle réinfection par le même agent infectieux. Et au fond, vacciner, c'est mimer le processus d'immunisation et donc la formation de ces anticorps protecteurs sans devoir passer par la case de la maladie elle-même. Et après la variole et la rage, vous avez ici une page qui est loin d'être exhaustive, mais qui nous rappelle combien des maladies qui, au 19e et même au 20e siècle, ont fait des ravages considérables, combien certains, comme la rougeole par exemple, continuent dans le monde à tuer les enfants dans les pays où la vaccination n'est pas systématique et qui pour nous sont des maladies qui sont considérées un peu comme des anecdotes historiques, que ce soit la fièvre typhoïde, le choléra, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite bien sûr, ou la rougeole, la rubéole et les oreillons, et j'en passe évidemment bien d'autres. La fièvre jaune qui reste une vaccination qui est une des rares vaccinations obligatoires pour voyager, puisque en Afrique, vous n'entrez pas dans la plupart des pays subsahariens sans une vaccination en ordre pour la fièvre jaune. Et donc, ces diverses maladies qui ont été soit éradiquées ou quasi éradiquées, soit maîtrisées par la vaccination, sont des processus dans lesquels s'inscrit au fond la campagne de vaccination qui a démarré hier en Belgique contre la Covid-19. Diapositive suivante. Alors, on entend parfois que bon, la Covid-19, ce n'est pas une maladie tellement grave, la plupart des gens quand même en guérissent après avoir fait une maladie peu sévère, ce qui est vrai, et donc est-ce que c'est vraiment un problème de santé publique significatif? Alors oui, c'est le cas, et j'ai pris pour essayer d'illustrer cette affirmation une comparaison entre deux maladies virales très différentes qui permettent de souligner que la gravité de l'atteinte individuelle, la probabilité lorsqu'on est atteint individuellement par un agent infectieux de faire une maladie sévère ou d'en mourir n'est pas le seul paramètre qui détermine en fin de compte la gravité d'une épidémie. Et j'ai pris pour ça la comparaison entre une épidémie à la mortalité très faible, la grippe espagnole de 1918, qui a une mortalité à l'époque déjà un petit peu élevée, mais un petit peu élevée, c'est 3% de mortalité, ça veut dire que 97 personnes infectées sur 100 ont survécu, mais comme c'est une maladie extrêmement contagieuse qui a touché un grand nombre d'Européens à l'époque, on estime le nombre de personnes qui en sont décédées entre 50 et 100 millions, malgré le fait que son taux de mortalité individuel est très faible. En comparaison,
la maladie d'Ebola, qui est une maladie redoutable qui fait aujourd'hui des épidémies localisées dans plusieurs régions d'Afrique subsaharienne, a un taux de mortalité très élevé, estime en moyenne à 60%. Et pourtant, quand on fait les comptes, l'épidémie d'Ebola ou les épidémies d'Ebola, parce qu'il y en a eu plusieurs depuis 2013, ont fait entre 20 000 et 30 000 morts. Et donc, c'est le taux de contagion et la facilité de dispersion de la maladie qui est un second paramètre qui va influer évidemment, lui aussi, de manière très importante, le nombre de décès et les ravages que vont faire une épidémie ou, comme c'est le cas aujourd'hui, une pandémie mondiale. Alors, si on applique les 3% de la grippe espagnole à l'épidémie de Covid d'aujourd'hui, pour une population belge d'11 millions d'habitants, ça nous ferait 340 000 décès, ce qui est évidemment des nombres considérables. Alors, dans ce contexte, l'épidémie de Covid-19 a depuis maintenant une petite année fait en Belgique des ravages considérables en termes de mortalité, ravages considérables en termes de morbidité, de perturbations profondes de notre système de santé, particulièrement des hôpitaux, mais aussi isolement social, crise de l'emploi, crise économique, atteinte psychologique importante, perturbation de l'enseignement. Bref, je pense que tout le monde aujourd'hui est convaincu qu'il ne s'agit pas d'une simple grippe, entre guillemets, comme les autres. Et dans ce contexte, l'apparition en décembre d'un premier vaccin enregistré contre la Covid-19 représente une évolution considérable de nos possibilités de lutte contre l'épidémie et d'espoir de retour à une vie plus normale, sinon une vie normale. Et vous savez que cette vaccination a démarré depuis hier en Belgique et plus particulièrement du côté francophone à Bruxelles et en Wallonie. Alors, cette vaccination se base sur un calendrier qui est conditionné au fond ou qui est justifié par le fait que les vaccins arrivent, mais arrivent de manière progressive, que l'approvisionnement ne sera que, je dirais, étalé dans le temps et dépendant du nombre de candidats vaccins qui recevront l'agrément et l'enregistrement, comme on dit, de l'Union européenne, enregistrement qui est conditionné par l'avis, l'opinion de l'Agence européenne du médicament, qui ne recommande son enregistrement que si 3 conditions sont réunies, que le vaccin présente une efficacité qui est considérée comme suffisante pour légitimer son utilisation, que sa sécurité soit assurée, puisqu'il s'agit de l'attribuer à des gens en bonne santé. C'est un paramètre qui est évidemment très important, toujours très important dans les médicaments en général, mais particulièrement pertinent dans la vaccination. Et enfin, que la qualité du produit, que la qualité de fabrication en assure la bonne stabilité de cette qualité au cours du temps. La commission interministérielle, la conférence interministérielle, pardon, des ministres de la Santé a approuvé un ordre d'attribution des vaccins au fur et à mesure de leur livraison en Belgique à 6 groupes prioritaires entre janvier et l'été 2021. Premier groupe, et on en a beaucoup parlé, je suis sûr que vous en êtes tous informés, ce sont les résidents et le personnel des établissements
d'hébergement pour personnes âgées, donc ce qu'on appelle les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, suivi en même temps des institutions collectives de soins autres que les MR-MRS, les professionnels de soins aussi bien des hôpitaux que de première ligne, dans la mesure où ils sont exposés au virus et aux patients de manière significative. Enfin, avant de passer à ce qu'on appelle la phase 1B, les autres membres du service de santé qui seront pris en fin de phase 1A à un moment qui dépendra des vaccins disponibles. On bascule alors d'une première partie de vaccination qui est essentiellement une vaccination dans des groupes institutionnels. Le vaccin va vers les candidats vaccinés, hein, comme disait Lagardère, si tu ne vas pas à Lagardère ira à toi. Le vaccin va vers les maisons de repos, vers les hôpitaux, vers les structures de soins. Dans la phase 1B, c'est l'inverse. On va mettre sur pied un certain nombre de centres de vaccination dans lesquels seront invités à se rendre des personnes qui sont disséminées dans la population. La priorité aux personnes de 65 ans et plus, puisque vous savez que toutes les études épidémiologiques qui ont été faites sur cette épidémie montrent que le premier facteur de risque, c'est l'âge, bien avant tous les autres facteurs de risque. Et puis, en 5e position, les personnes qui combinent un âge pas trop jeune, si j'ose m'exprimer ainsi, et une comorbidité spécifique qui augmente le risque de faire une Covid-19 sévère, l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires ou pulmonaires en général, mais aussi les maladies rénales et hépatiques et les cancers, dans la mesure où on s'est rendu compte relativement vite après la dissémination de l'épidémie en Europe que ce n'était pas une maladie pulmonaire comme on l'avait imaginé, mais une maladie beaucoup plus générale avec une atteinte de l'ensemble des organes, surtout par l'intermédiaire des vaisseaux, qui explique les accidents prothrombotiques qui ont été à l'origine de beaucoup de décès dans la première vague et qui aujourd'hui font l'objet d'une approche médicale spécifique par l'intermédiaire d'une part de corticoïdes qui luttent contre l'inflammation réactionnelle à l'infection et les anticoagulants qui luttent évidemment contre les thromboses et les phénomènes emboliques. Au-delà de ces 5 groupes, un 6e groupe qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui probablement continuera à en faire couler beaucoup et qui aujourd'hui n'est pas précisé, suggérerait de faire passer ensuite des groupes de travailleurs en fonction de fonctions sociales ou économiques particulièrement essentielles, mais sans que l'on ait à ce stade-ci défini de quelle fonction ou groupe il pourrait s'agir. Diapositive suivante. Tout cela nécessite évidemment une répartition sur base du temps, qui est en fait légitimée par l'arrivée successive des doses de vaccins, permettant dès maintenant la vaccination des résidents et du personnel des maisons de repos, un petit peu en décalage les soignants de première ligne et des hôpitaux exposés, les institutions collectives de soins, puis le reste du personnel du secteur de soins qui seront les derniers dans ce qu'on appelle la phase 1A, et puis basculement sur la vaccination dans des centres répartis géographiquement sur le pays, où seront appelés les personnes de plus de 65 ans et plus, les patients à risque et les fonctions sociales. Ceci devrait nous amener à l'été
sans vouloir donner de calendrier trop précis ou trop prévisionnel, alors que nous serons jusqu'à ce moment-là dépendants des médicaments qui seront enregistrés et des livraisons qui nous seront fournies, nous basculerions alors autour de l'été dans une phase dite phase 2, qui est l'ouverture de la vaccination à toute la population adulte, puisque jusqu'à preuve du contraire et en l'absence de données concernant la vaccination des enfants, ils ne devraient pas être appelés à se faire vacciner pendant cette phase de vaccination massive, puisque le but est de bien vacciner au moins 70% de la population, c'est-à-dire quelque chose comme 7 à 8 millions de Belges. Les groupes à risque qui forment la phase 1A et 1B représentent déjà à eux seuls plus de 4 millions de nos concitoyens. Diapositive suivante. Alors, vous savez probablement que cette première partie, phase 1A de la vaccination, se passe par l'intermédiaire d'une série d'hôpitaux appelés hôpitaux hub, qui sont donc des structures qui disposent de frigos à moins 80 dans lesquels on peut stocker de manière intermédiaire les vaccins qui nous sont livrés sous le contrôle de l'Agence fédérale du médicament, et c'est à partir de ces hubs hospitaliers que sont livrés le jour dit les vaccins dans les institutions collectives de soins où la vaccination est organisée, actuellement les maisons de repos depuis hier, et c'est à travers cette structure que nous allons continuer à vacciner pendant la phase 1A pour basculer en phase 1B sur une répartition tout à fait différente qui sera une répartition géographique. Diapositive suivante. Alors, pour réussir une campagne de vaccination, il y a 3 éléments essentiels. Le premier, c'est d'avoir un bon vaccin. Et c'est à cette question-là qu'une grande partie de cette séance va être consacrée, puisque nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est au cœur du processus d'évaluation de cette qualité du produit, qui est Jean-Michel Donnier, que je remercie encore une fois pour sa disponibilité, et qui va essayer de vous démontrer que nous avons un bon vaccin sous la main, même un très bon vaccin, exceptionnellement efficace par rapport à ce que l'on connaît dans la vaccination habituelle. Le second élément, c'est de créer la confiance et l'adhésion. Et cette confiance et cette adhésion, elle ne peut être obtenue que par la transparence et l'information. Il n'y a pas de consentement éclairé à la vaccination sans une bonne information préalable. Et ce que nous faisons aujourd'hui avec vous est partie de ce phénomène. Vous êtes des personnes extrêmement importantes dans la chaîne de soins. Vous êtes au contact de toute la population qui vous demande information et conseils. Et donc, il nous paraissait essentiel de passer un moment significatif à vous informer, mais aussi à répondre à vos questions et à vos inquiétudes. L'hésitation vaccinale est un phénomène normal, un phénomène d'ailleurs tout à fait légitime de se poser la question de savoir si on a suffisamment confiance pour se faire vacciner, et c'est notre rôle de donner les outils nécessaires à chaque citoyen à se faire une idée aussi juste et précise, scientifique que possible, et nous comptons sur vous pour participer à cette information honnête et transparente du grand public. Enfin, et ça c'est notre autre responsabilité, c'est évidemment de rendre la vaccination accessible. Toutes les études montrent que si c'est compliqué de se faire vacciner, les gens renoncent. Et donc, c'est le troisième ingrédient de la recette que nous devons aujourd'hui réussir.
Voilà les doses de vaccins qui ont été achetées par la Belgique à travers le consortium de l'Union européenne à laquelle nous sommes participants, qui nous permet pour autant que tous ces vaccins passent la rampe de l'enregistrement, de disposer d'ici la fin de 2021 de suffisamment de doses pour vacciner toute la population belge. Diapositive suivante. Alors, pour vous parler du ou des vaccins, plutôt, parce qu'on en a plusieurs, je cède maintenant la parole à Jean-Michel Donnier, qui est professeur à l'UNAMUR à la faculté de pharmacie, mais surtout qui, aussi bien au niveau de l'OMS que de l'Agence du médicament et de la FMPS, a une expérience de très longue date de l'évaluation de la qualité et de la sécurité des vaccins et une expérience très précise des vaccins dont nous parlons aujourd'hui. Je le remercie et je lui cède la parole. Merci Yvon, merci Madame la Ministre. Et donc, vous connaissez ce schéma, je vous l'ai déjà proposé à certains, c'est l'importance et la chance quelque part que le virus lui-même peut être analysé, détecté et relativement tôt, et la production d'anticorps est relativement efficace chez les personnes qui sont infectées. Malgré tout, comme tout virus ou comme toute bactérie, on va la plupart du temps avoir une phase asymptomatique qui va se traduire ensuite par une montée de la charge virale principalement au niveau nasopharyngé, qui va diminuer pour deux raisons, parce que la charge virale diminue naturellement, et deuxièmement, le virus a tendance à descendre au niveau des bronches, là où il va être responsable d'une symptomatologie assez classique que vous connaissez bien maintenant, pour avoir vu, j'en suis persuadé, un certain nombre de patients souffrir malheureusement de cette maladie, sans qu'on ne sache trop pourquoi certains vont en souffrir, d'autres moins, et parmi ceux qui vont en souffrir, on va avoir différentes formes de maladies, la forme plus modérée, la forme plus légère, qui va se traduire par des symptômes assez classiques, des symptômes de maux de tête, parfois assez intenses, des symptômes de fatigue, de l'anosmie, donc, et également la perte de goût, parmi les symptômes, en plus de douleurs et de douleurs musculaires. Et ce qui est important, c'est que la PCR qui est réalisée soit par un prélèvement nasopharyngé ou un prélèvement salivaire va détecter très tôt la présence du virus et peut la détecter au niveau nasopharyngé ou salivaire pendant généralement 8 à 12 jours. Et ces fameux anticorps vont être produits à partir généralement de détectables, à partir de généralement 5-6 jours après l'infection, 2-3 jours après le premier symptôme, mais c'est surtout 14 jours après les premiers symptômes qu'on sait vraiment détecter au niveau sérologique la présence d'anticorps dans le sang, mais on détecte principalement les anticorps, les IgG classiques, et on ne détecte pas en routine les anticorps les plus importants qu'on appelle les neutralisants qui vont neutraliser le virus. Et donc, on a une bonne expérience maintenant des anticorps avec les personnes qui ont développé la forme de la maladie, donc les symptomatiques notamment, et y compris les asymptomatiques, et on a une certaine sérologie qu'on connaît depuis quelques mois, qui est toujours présente, et des cellules mémoire qui permettent de donner une réponse immunitaire qui va être maintenue dans le temps, mais on ne sait pas, bien évidemment, pendant combien de temps. Et malgré tout, malgré cette réponse immunitaire, et malheureusement, certains développent encore des formes sévères, voire des formes critiques, avec des personnes qui décèdent. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a à peu près, globalement, sur 10 mois d'exposition au virus, à peu près 20 000 morts, donc à peu près 2 000 morts par mois en Belgique, ce qui est relativement considérable et ce qui amène au confinement. Et donc l'idée du vaccin, c'est bien évidemment de mimer cette réponse immunitaire, c'est ce que le professeur Angler vient de vous mentionner, mais d'avoir une couverture vaccinale suffisante que pour entraîner une réduction significative du nombre de l'incidence, ça veut dire des nouveaux cas de la maladie. Donc ce qui est important, c'est aujourd'hui, avant tout, enrayer ces nouveaux cas de maladie qu'on appelle les symptomatiques, sévères principalement, pour réduire la charge au niveau des hôpitaux, puisque je vous rappelle que c'est ça qui est principalement responsable du confinement, alors que si vous vous rappelez bien en juillet et au mois d'août, là où la charge de la maladie était nettement moindre, on n'était plus dans une période de confinement, mais de limiter notamment
la transmission du virus par des gestes barrières. Et donc très rapidement, il faut arriver à ça. Vous avez vu que l'Allemagne reconfine, l'Angleterre reconfine pour éviter ces fameuses vagues successives. Et aujourd'hui, on sait de façon historique qu'une couverture vaccinale qui va commencer et qui va être efficace peut amener à une réduction de l'incidence de la maladie et des formes, on l'espère bien évidemment, sévères. Et je vais vous montrer quelques chiffres pour arriver à un taux très bas, un taux basal. Et un peu comme on a chaque année, la grippe, malgré la vaccination, on a encore des cas, 1000 morts par an en moyenne avec la grippe en Belgique, mais espérer avoir ainsi une épidémie qui est sous contrôle. Et cette épidémie sous contrôle peut, dans certains cas, ressortir avec une vague ici, en raison d'une perte de confiance en la vaccination ou aux gestes barrières, par exemple, et générer des nouvelles vagues successives. Et ça peut arriver notamment en raison d'effets indésirables réels ou perçus associés au vaccin, qui peut amener certains à avoir une perte de confiance en la vaccination, qu'on retrouve généralement lorsque on est transparent sur les effets indésirables et sur l'information du bénéfice de la vaccination. L'objectif étant bien évidemment, in fine, l'éradication de la maladie. L'éradication de la maladie est quand même très rare, même la polio. On a encore des cas de polio, pas en Europe, ni même en Afrique d'ailleurs, mais on a encore aussi des cas de certaines maladies. La variole est un cas un peu rare où on a réussi réellement à éradiquer la maladie. Et si vous éradiquez la maladie, ben, vous ne vaccinez plus. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est un nombre limité de vaccins qui sont dans ces conditions, puisqu'à part la variole, je vous l'ai dit, on continue à vacciner, y compris contre la polio, diphtérie, tétanos, coqueluche, qui sont nettement moins fréquents. Mais ça montre l'efficacité des vaccins. Et donc, vous connaissez maintenant certainement aussi tous la présentation du virus, qui est un virus qui est caractérisé par des spikes, donc par des pointes, et c'est cette pointe qui va être la clé, qui va permettre la rentrée dans la cellule via une serrure, et c'est la rentrée dans la cellule et cette multiplication dans la cellule qui va entraîner cette réponse inflammatoire locale et éventuellement systémique, avec différents organes qui vont être atteints, mais au niveau local, on a un risque que cette inflammation se traduise également par des thromboses, tant artérielles d'ailleurs que veineuses, au niveau vasculaire local et même au niveau intra-alvéolaire, et générer des difficultés respiratoires et des thromboses plus généralisées qui peuvent entraîner malheureusement le décès du patient, d'où l'utilisation de la dexaméthasone, 6 mg par jour pendant 10 jours, et je pense que certains d'entre vous qui travaillez en pharmacie hospitalière sont maintenant bien familiers avec les préparations de magistrales de dexaméthasone qu'on utilise en oncologie, mais ici également dans la prévention, dans le traitement du virus, et le Clexane, donc principalement l'enoxaparine à 40 mg une fois par jour. Le virus, heureusement, va entraîner une réponse immunitaire qui est quand même assez efficace, hein, puisque le taux de mortalité en termes de nombre absolu est élevé, mais par rapport à d'autres maladies, on a cité Ebola, est quand même acceptable. La problématique, c'est la saturation des hôpitaux. Et en réponse à ça, on a une production d'anticorps, c'est ce qu'on appelle l'immunité humorale, en réponse à la présence du virus qui va être exposé à des cellules présentatrices antigéniques, une réponse via les lymphocytes B qui va générer la production d'anticorps, ce qu'on appelle donc cette fameuse immunité humorale, et une immunité dite cellulaire, où des cellules cytotoxiques, des cellules T, lymphocytes T, vont entraîner directement l'atteinte, la lésion des cellules qui auront été affectées. Et ce qui est important, c'est que vous voyez qu'on garde des cellules mémoire qui, même en l'absence d'anticorps détectables au niveau sanguin, vous permettent de maintenir une immunité à long terme pour certains virus ou certaines bactéries, et c'est l'objectif des vaccins. Alors, les vaccins les plus connus, les vaccins contre la grippe, sont des vaccins inactivés. Ça veut dire qu'on va utiliser la partie du virus qui est la plus intéressante et on va inactiver le virus, donc l'empêcher de se multiplier. On utilise également des formes de virus atténués qui sont généralement moins utilisées, mais c'est des techniques qui sont employées, notamment pour certains vaccins, notamment le vaccin chinois. Le vaccin chinois qui est actuellement commercialisé et qui a reçu une autorisation par la Chine, c'est un vaccin avec un virus inactivé qui a une efficacité néanmoins très bonne, hein, de l'ordre de 79%. Et puis, on utilise des vaccins qui ont déjà fait l'objet aussi d'autorisation de mise sur le marché dans d'autres indications. C'est le cas de sous-unités protéiques qui doivent être adjuvantées. Donc, on va utiliser un adjuvant pour faciliter leur utilisation. La Commission européenne discute d'un 7e vaccin qui possède ces caractéristiques-là, d'utiliser une protéine ou une surface qui va les permettre de présenter cette protéine, qui doit être adjuvantée. Et c'est cette fameuse clé qui va permettre la réaction immunitaire.
Alors, autre technique qui est moins courante, et vous ne connaissez pas de vaccin, vous n'avez pas vu dans vos officines de vaccins qui possèdent cette propriété-là, c'est ce qu'on appelle des vaccins à vecteurs viraux, soit des vaccins à vecteurs viraux qui peuvent se répliquer, c'est ce qu'on voit ici, le virus qui continue à se répliquer, ou qui ne se réplique pas. Mais le vecteur viral est un virus différent du virus initial, donc ce n'est pas le SARS-CoV-2, c'est un adénovirus qui est un virus assez connu qui entraîne des maladies très légères, mais qui possède une surface qui va permettre d'encapsuler le matériel génétique, qui va dans la cellule, sans se répliquer, permettre de produire en fait la protéine d'intérêt qui va être ensuite exprimée, entraîner la réponse immunitaire. Alors on a un peu d'exemples avec ces vaccins-là, mais peu qui sont actuellement sur le marché, y compris ce type de vaccin. On a un vaccin Ebola qui est actuellement disponible et qui a été autorisé. Donc, sachez que l'Ebola est également un vaccin qui est disponible. Et la Belgique a joué un rôle non négligeable d'ailleurs dans ce vaccin, puisque au niveau européen, on a assuré, j'en suis le rapporteur. Alors, autre vaccin, c'est bien évidemment celui dont on va parler, le vaccin ARN. Donc, le vaccin ARN, ça n'a rien à voir avec le fait que le virus soit un virus ARN. Ça aurait très bien pu être un virus ADN, ça n'aurait rien changé, ou même une bactérie ou une cellule d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a pas mal de vaccins ARN qui sont en cours de développement contre des formes cancéreuses. Ce qui compte, c'est que l'ARN, c'est cette partie de ruban en fait, qui est assez caractéristique, qui va être produit en théorie à partir de l'ADN, va être traduit ensuite en protéines dans la cellule. Et en quelle protéine? La protéine d'intérêt, la protéine, cette fameuse clé qui va être responsable de la réponse immunitaire. Alors le problème de cet ARN, c'est que premièrement, il est très instable, raison pour laquelle on l'encapsule dans des nanoparticules qui sont des nanoparticules lipidiques, et je vais vous en toucher un mot tout à l'heure parce que c'est intéressant au niveau des risques d'événements indésirables. Et deuxième caractéristique, c'est qu'il peut entraîner une réaction inflammatoire locale. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il entraîne des douleurs à l'injection par rapport au groupe placebo. Ce n'est pas la piqûre elle-même, c'est vraiment la réaction inflammatoire locale. Et donc, il doit être protégé. Il est protégé dans cette nanoparticule qui le protège également de la dégradation par la température. Et vous savez que le vaccin Pfizer doit être maintenu entre moins 70 et moins 80 degrés, moins 75 degrés. Donc, deux vaccins dont on va parler, le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna. Alors, le vaccin Pfizer, effectivement, il s'appelle Comirnaty. Comirnaty, c'est un nom qui regroupe, qui fait référence à une combinaison de termes, co pour Covid, mais également pour communauté. Pourquoi? Parce que si les vaccins ont pu être développés aussi rapidement, c'est en raison de collaboration tant entre industries pharmaceutiques entre elles que de scientifiques entre eux qui ont rapidement identifié le virus et mis à disposition de la communauté scientifique mondiale des informations génétiques sur ce virus, que également les partenariats publics-privés qui ont permis de financer le développement de ces vaccins, puisque je vous rappelle que des vaccins sont d'habitude développés en 7-8 ans, le plus rapide ça a été 4-5 ans, mais principalement en raison de nécessité de sécuriser le financement et de faire des étapes, des études successives dans le temps. Ici, on a fait des études vraiment les plus importantes, quantitativement, et les plus robustes, sur un délai tout aussi important de 6 mois. Les études sont faites d'habitude sur 6 mois, les études de phase 3, c'est ce qui est également le cas au minimum pour ces vaccins, mais avec beaucoup plus d'individus vaccinés dans les études. Par contre, tant les données non cliniques que l'évaluation et la production des vaccins ont été compressées au maximum pour arriver à avoir un vaccin de qualité en moins d'1 an, puisqu'on vient de fêter malheureusement quelque part l'anniversaire du Covid-19. Alors l'efficacité du vaccin est bien évidemment ce qu'on recherche en études cliniques, c'est un, montrer l'efficacité, et deux, évaluer quels sont les risques. Donc ce qu'on veut montrer, c'est est-ce que oui ou non, dans un groupe d'individus vaccinés par rapport à un groupe d'individus non vaccinés, on va réduire le risque de développer la maladie. Alors c'est important parce que c'est ce qu'on veut dans la vraie vie. Excusez-moi de parler comme ça, mais tout le monde s'en fout de savoir si vous produisez des anticorps, si vous êtes tout aussi malade. Par contre, la vraie question scientifique clinique, c'est est-ce que oui ou non, si je suis vacciné, je vais avoir moins de chances de développer la maladie, quelle que soit la forme de la maladie, y compris la forme sévère de la maladie. Donc ça, c'est ce qui est étudié en études cliniques de phase 3. Par contre, l'importance de vacciner plus de personnes, c'est que même dans un groupe non vacciné parce qu'il peut être contre-indiqué, ça peut être des individus immunodéprimés ou des individus plus jeunes, on va voir que pour le vaccin Pfizer est autorisé à partir de 16 ans, pourrait être protégé par le fait qu'un groupe suffisamment d'individus sont vaccinés et pourrait réduire la transmissibilité
du virus auprès des non-vaccinés ou la charge virale globale au niveau de la population et donc sa réplication, ce fameux R0 dont on parle beaucoup, qui doit être inférieur à 1. Donc ça, ce n'est pas étudié dans les études cliniques puisque ça nécessite d'une campagne de vaccination qui a un nombre d'individus vaccinés beaucoup plus important que ce qui n'a été fait en études cliniques. Et donc, à ce sujet-là, le professeur Angler a mentionné une efficacité remarquable et inattendue. Pourquoi inattendue? Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas d'exemple de vaccin ARN qui a été mis sur le marché en grande quantité aucun n'a été mis sur le marché. Et donc, c'était un peu l'inconnu en termes d'efficacité. On avait bien balisé au niveau des données animales et des données de phase 1 la quantité de vaccins, la quantité de mRNA nécessaire que pour entraîner cette réaction immunitaire, ces fameux anticorps neutralisants. Et donc, on savait qu'il fallait 2 doses pour le vaccin Pfizer pour avoir vraiment la garantie d'avoir des anticorps neutralisants, 2 doses espacées de 21 jours. Et donc, on a mesuré après 7 jours après la première dose l'efficacité du vaccin. Et donc, vous voyez que sur 18 000 personnes vaccinées avec le vaccin Pfizer, seuls 8 ont développé des symptômes de la maladie, alors que dans le groupe placebo, 162 ont développé des symptômes de la maladie. Donc, une efficacité de 95% signifie que vous réduisez de 95% votre chance ou votre malchance, si vous voulez, de tomber malade si vous êtes dans un environnement où vous pouvez contracter le virus, le SARS-CoV-2. Et ça s'est d'autant plus montré également sur les formes sévères, puisqu'on passe de 9 cas dans le placebo à 1 cas dans le vaccin. Donc, imaginez-vous que vous ayez dans la vraie vie aujourd'hui 95% d'efficacité et que vous réduisez 95% des cas sévères ou même symptomatiques dans la population, ben vous ne confinez plus parce que vous ne saturez plus les hôpitaux et par ailleurs, bien évidemment, vous espérez réduire la mortalité de façon particulièrement significative. Ici, il n'y a pas eu de mort, en tout cas associée au vaccin ou au placebo et à la maladie dans les études, donc on n'a pas de données spécifiques sur la mortalité, mais on va les accumuler, bien évidemment, au fur et à mesure de la vaccination, y compris en Belgique, d'autant plus si on vaccine les maisons de repos et de soins, là où les taux de mortalité sont les plus élevés. Alors, cette efficacité est montrée déjà à partir de la première dose, mais comme ça a été mentionné, on va vacciner une deuxième dose également, et si on fait un zoom entre les 21 jours où on vaccine, la première dose est ici, vous voyez que l'efficacité est surtout démontrée à partir de 12 jours, puisqu'on commence à avoir des cas malades à partir du premier jour de la vaccination, mais les anticorps deviennent réellement efficaces à partir de 12 jours pour, dans la population, réduire le nombre de nouveaux cas malades, alors que dans les placebos, on voit que le nombre de cas malades continue d'augmenter après 12 jours, et après 21 jours, on a le deuxième shot, la deuxième injection, et là, vous voyez que ça continue de partir avec le placebo, alors que vous stabilisez le nombre de nouveaux cas sous vaccin. Alors peut-être une information importante, ça veut dire que même une personne vaccinée peut développer le Covid par la suite pour 2 raisons. Un, parce que le vaccin n'est pas efficace après la première dose, dans tous les cas avant 12 jours, qui nécessitent l'immunité. Et on sait qu'on peut avoir quelques effets secondaires avec le vaccin, donc il est possible que, et je dis ça pour les pharmaciens, si vous avez face à vous des parents ou autres de personnes qui ont été vaccinées, oui, il est possible qu'après la première dose, qui est le cas maintenant, qui doivent être surveillés pour des symptômes du Covid, qui peuvent être du Covid, parce que le vaccin n'est efficace principalement après la seconde dose, mais déjà après la première dose, après 12 jours. Donc c'est important de savoir ça. Et deuxièmement, même si le vaccin est très efficace, il est efficace à 95%, donc on a 5% de gens qui développent néanmoins, vous voyez, la maladie. Donc il est important de continuer chez ces personnes à suivre les symptômes de la maladie et si elles sont déclarées malades, faire des PCR pour déclarer la maladie et isoler, confiner bien évidemment ces personnes, mais plus la société, puisque vous voyez qu'on aura réduit de façon significative le nombre de personnes. Alors le vaccin est efficace contre une population plus large que la population jeune, mais également les plus de 65 ans, où on a 21% d'individus qui ont été vaccinés, avec une efficacité également assez robuste, de plus de 90% chez les plus de 65 ans, y compris chez ceux qui ont d'autres facteurs de risque de mortalité élevée, comme chez les individus obèses, mais également d'autres groupes de comorbidité. Vous voyez l'efficacité à 95%, plus de 90% chez les plus de 65 ans, et même dites 100% chez les plus de 75 ans, mais c'est parce qu'on n'a pas eu de cas et que le nombre d'individus est plus limité, mais des efficacités assez remarquables également. Et vous voyez également que dans les comorbidités, chez des patients qui souffraient de différentes formes cancéreuses, de maladies cardiovasculaires, de maladies
chronique pulmonaire, de diabète, que ce soit le diabète de type 1, le diabète de type 2 ou même le diabète gestationnel. On en a eu quelques-uns. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes enceintes étaient au départ contre-indiquées, exclues de ces études, mais certaines sont tombées enceintes pendant la grossesse, pendant la vaccination, très peu, ceci dit, mais une dizaine. L'obésité, donc des efficacités de l'ordre de 95% observées dans tous ces groupes. Alors, les effets indésirables, eux, ne sont pas étudiés de façon prospective au même titre que l'efficacité. Donc, la puissance des études est faite pour l'efficacité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les effets indésirables sont dits observés. Et donc, on suit les personnes, ils rapportent de façon non seulement volontaire, mais sur base de questionnaires des effets indésirables dans les études cliniques. Et pourquoi est-ce qu'on a beaucoup plus d'informations avec ces vaccins qu'avec les autres médicaments? Vous savez que les médicaments, généralement, pour être autorisés, y compris les vaccins, avec 3000 personnes, c'est suffisant. Et donc, vous savez détecter un effet indésirable dans un cas sur 1000 à peu près. Ici, avec le vaccin Pfizer, on est à plus de 20 000 personnes qui ont été vaccinées, Moderna, plus de 15 000 personnes vaccinées. Donc, on a pu détecter beaucoup plus d'effets indésirables qu'on a avec les études classiques de tous les médicaments, y compris des vaccins, de par le passé. Et donc, heureusement, on a néanmoins identifié principalement des effets secondaires qui sont associés à la vaccination classiquement. Des douleurs à l'injection, je vous ai parlé de cette fameuse réaction inflammatoire qui apparaît dans 80% des cas, et des maux de tête, un peu de myalgie, donc des douleurs musculaires, et également de la fièvre. Alors, ce qui est important, c'est que de façon globale, avec les deux vaccins, Moderna également, la plupart des réactions apparaissent de façon plus importante après la deuxième dose, ce qui a fait qu'en études cliniques, moins de 0,2% des individus qui sont rentrés dans les études cliniques ont arrêté avant de commencer la deuxième dose, et il y en a autant qui ont arrêté dans le groupe placebo que dans le groupe vacciné, ce qui veut clairement dire qu'ils n'ont pas arrêté, et ça a été mentionné en raison d'effets indésirables. Et deuxièmement, les effets indésirables apparaissent également de façon moins élevée globalement chez les plus de 55 ans, donc chez les personnes âgées, ce qui est le cas ici dans les maisons de repos. Alors, pas uniquement parce qu'on sait que les personnes âgées ont vécu d'autres choses et sont bien plus résistants à la douleur, c'est pas uniquement pour ça, même si j'en suis convaincu, mais c'est aussi parce que la réponse immunitaire locale est un peu moindre. Donc ça veut dire qu'on a une réponse qu'on appelle une immunosénescence, une perte de l'efficience du système immunitaire avec l'âge, et donc la réponse immunitaire est moins puissante, mais cliniquement, ça se traduit quand même par un vaccin qui est efficace à plus de 95%. Et donc, le Comirnaty a été autorisé le 21 décembre, utilisé dans la phase pilote et maintenant, depuis hier, utilisé de façon beaucoup plus importante dans les maisons de repos et de soins chez les individus de plus de 16 ans. Alors, vous allez me dire, on en a peu dans les maisons de repos et de soins. Si, puisque on vaccine en priorité les résidents et ensuite les membres du personnel, y compris les stagiaires. Donc, on peut très bien avoir des stagiaires de 17, 18, 19 ans qui sont présents. Et là, on a montré une sécurité comparable et une efficacité extrapolée comparable aux individus de plus de 18 ans. Alors, le seul point d'attention que je souhaite faire aussi auprès de vous ici avec le vaccin, c'est avec des données évolutives qu'on a, notamment sur un risque d'effet indésirable, où c'est vraiment le risque pour lequel on a des données évolutives. C'est notamment sur base peut-être de la composition du vaccin. Ben, vous êtes pharmacien, vous savez un peu la composition chimique de vaccins. Et ici, en l'occurrence, je vous ai dit, on a des nanoparticules lipidiques. Il y a 4 lipides, dont 2 lipides sont un peu particuliers. Le lipide de surface extérieure et les lipides intérieurs de stabilisation. Alors ici, si vous vous rappelez, pour certains qui ont eu cours avec moi, un lipide cationique, c'est parce qu'en fait, il va permettre de stabiliser l'ARN messager qui va être chargé, et donc l'aspect cationique va permettre une sorte de couche dans la couche pour permettre une stabilisation. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ceci? Parce que vous voyez que le lipide extérieur, vous avez peut-être vu des articles dans les journaux où on peut avoir des réactions allergiques avec le vaccin, et on tente à expliquer ces réactions allergiques par le fait que dans un des lipides, le lipide extérieur, il est pégylé, donc ça veut dire qu'il a dans sa structure chimique une fonction pégylée qui maintient la stabilité et le temps de demi-vie du vaccin, mais qui peut effectivement entraîner des réactions, des événements indésirables de type réaction allergique. Alors, on ne les a pas vues, ces réactions allergiques, en études cliniques, je parle des réactions allergiques graves, et effectivement, en études cliniques, on a eu beaucoup d'individus qui avaient des histoires d'allergie. Vous savez que beaucoup de patients, vous voyez passer, vont dire, bah, moi, je fais une allergie à un tel aliment, je fais une allergie à un tel médicament, est-ce que je peux avoir le vaccin?
Donc, il n'y a pas de contre-indication aujourd'hui à une allergie précédente. Et d'où viennent ces données? C'est que dans les études de phase 2 et de phase 3 dont je viens de vous parler, on a eu énormément d'individus, presque 6000, qui ont eu des antécédents d'allergie. Et malgré tout, on n'a pas eu dans les études cliniques sur près de 20 000 individus au total qui ont été vaccinés avec le vaccin Pfizer, de réactions allergiques graves. On a eu quelques réactions allergiques, mais pas de réactions allergiques graves. Et donc, pour prévenir ces réactions allergiques qui sont néanmoins apparues dans la vraie vie, ça veut dire, vous savez, qu'on a eu des cas rapportés en Angleterre, aux États-Unis, on a mis un système en place de suivre les personnes et une surveillance appropriée des personnes qui vont être vaccinées. Je pense que c'est comme ça qu'il faut être particulièrement rassurant. Le risque est très faible, très bas. Alors, normalement, le risque apparaît pour l'ensemble des vaccins, y compris les vaccins surtout contre la grippe, dans un cas pour 1 million. Et ici, c'est vrai qu'on a peut-être une fréquence un peu plus élevée qu'un cas sur 1 million. On parle entre un cas sur 100 000 et un cas sur 200 000, mais donc ça veut dire que c'est très très rare. Et la plupart apparaissent dans des délais courts. C'est pour ça qu'on demande de suivre les personnes pendant au moins 15 minutes avec du matériel adapté, du personnel formé que pour suivre et traiter ce type de réaction anaphylactique. Et donc, c'est relativement classique avec les vaccins. Il y a juste qu'on demande ici un suivi particulier. Et il n'y a pas non plus d'allergie au latex, puisque le capuchon qui caractérise la fiole n'est pas en latex. Donc, même si on prélève avec la seringue des microparticules, on n'a pas de latex qui est présent dans le capuchon. Donc, ceux qui sont allergiques au latex ne sont pas exclus. Donc, pas de contre-indication autre que si vous êtes allergique à un des composants de ce vaccin-là, notamment éventuellement si vous êtes allergique au polyéthylène-glycol, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On peut administrer le vaccin indépendamment d'une maladie sous-jacente. Donc, à part les patients immunodéprimés ou sous immunodépresseurs et les femmes enceintes, il n'y avait pas de contre-indication particulière. Donc, ça veut dire qu'un patient cancéreux peut avoir le vaccin ou il n'est pas contre-indiqué. Il y a juste qu'il faut surveiller que la personne n'est pas soit sous traitement, soit souffre d'une maladie fébrile sévère aiguë. Quand on dit fébrile sévère aiguë, c'est généralement une température supérieure à 38, 38,5 degrés. Par contre, même une température plus basse, entre 37 et 38, 38,5, permet la vaccination. Alors, ça ne veut pas dire qu'ici, il ne faut pas vacciner, ça veut dire qu'elle doit être reportée. Alors, ce qui vient d'être décrit pour le vaccin Moderna et ce qui est également décrit pour le vaccin Pfizer, mais par ce qu'on appelle le CDC, donc le Centre de contrôle des maladies, c'est qu'on n'injectera pas deux vaccins différents en même temps. Donc, on n'injectera pas le vaccin Pfizer avec le vaccin contre la grippe. On préfère avoir 14 jours d'espace entre les deux. C'est ce qui a été proposé aussi pour le vaccin Moderna. Et c'est ce qui est proposé de façon classique avec les vaccins dont on a peu de données. Alors, je regardais mon GSM pendant que j'écoutais le professeur Angler parce que j'ai travaillé pendant toute cette semaine jusque ce matin aussi midi et demi sur le vaccin Moderna avec l'Agence européenne des médicaments et en suivant notamment le dossier, le plan de gestion de risque, les événements indésirables. Et effectivement, l'Agence européenne des médicaments vient de publier aujourd'hui à 13h30 son avis de balance bénéfice-risque positif du vaccin Moderna. Donc, la Commission européenne, sur base de cet avis, va certainement donner l'autorisation de mise sur le marché, peut-être déjà aujourd'hui. Et donc, on a notre deuxième vaccin qui sera disponible. Alors, disponible, bien évidemment, suivant les commandes. Et là, la ministre pourra en retoucher un mot, ou le professeur Angler. Mais ce qui est intéressant, pourquoi est-ce qu'il a été autorisé? Il est autorisé déjà aux États-Unis également et au Canada. C'est parce qu'il a montré une efficacité équivalente. C'est le même type de plateforme, un vaccin ARN, mais vous voyez que lui, notamment sur les formes sévères, malgré qu'il y avait moins d'individus vaccinés, aucun Covid sévère sous le vaccin Moderna. 30 dans le groupe placebo. 11 Covid symptomatiques dans le groupe vacciné, 185 dans le groupe placebo. Donc, efficacité de 94%, vous réduisez de 94% votre risque de tomber malade si à titre individuel vous êtes vacciné. Et donc là, même profil, vous voyez, rappelez-vous ce que je vous ai dit, pendant les 12-10 premiers jours, vous avez des cas symptomatiques tant dans les vaccinés que les non vaccinés, et puis vous commencez à dissocier les courbes à partir de 12 jours. Une nuance, c'est que la deuxième dose doit être réalisée après 28 jours pour ce vaccin-ci, qui est le vaccin Moderna. Et donc, parmi les nuances, on aura des nuances logistiques, puisque lui peut être conservé à moins 20 degrés, alors que le vaccin Pfizer est à moins 75 degrés.
plus longtemps à 2 à 8 degrés. Le vaccin Pfizer dans les maisons de repos, une fois libéré par les hôpitaux hub, c'est 2 à 8 degrés, 5 jours maximum. Ici, on va aller plus loin normalement avec le vaccin Moderna, 28 jours d'espace pour les 2 injections. Et par ailleurs, point important, on demande parfois si on pourra choisir son vaccin. Ben, si vous avez 17 ans et que vous êtes dans les conditions d'être vacciné, vous ne pourrez pas choisir votre vaccin. Ce sera une discussion avec le médecin qui choisira celui qui sera optimal. Et vous voyez que seul le vaccin Pfizer a l'autorisation pour les plus de 16 ans. Le vaccin Moderna, c'est pour les plus de 18 ans. Par contre, ils sont relativement comparables. Ils ont également dans leur composition lipidique, je ne suis pas rentré dans le détail, cette partie pegylée qui est assez spécifique et donc le risque d'allergie est également possible. Et donc ça nous amène à des vaccins, ces 2 vaccins autorisés maintenant, ou en tout cas dont Moderna va recevoir l'autorisation certainement aujourd'hui ou demain par la Commission, très efficaces. Le 3e vaccin en cours de discussion, c'est le vaccin AstraZeneca qui est commercialisé en Angleterre notamment, en Inde également. Une efficacité peut-être un peu moindre, mais ça reste des efficacités nettement supérieures aux vaccins contre la grippe et donc ils sont assez remarquables par rapport à d'autres vaccins qui sont connus. Alors on parle beaucoup de la forme variante, une façon, et en tout cas certains qui souhaitent qu'on accélère la campagne de vaccination, donc je pense qu'il ne faut pas polémiquer de façon inutile, ça a été dit par le professeur Angler, il faut une campagne de vaccination efficace et on est dans un marathon. C'est une campagne de vaccination sur plusieurs mois, au minimum 9-10 mois, et donc ce n'est pas parce que vous partez avec un sprint sur 100 mètres que vous allez arriver à votre marathon, au bout de votre marathon, donc il faut une campagne efficace, rapide, dont on peut s'adapter, flexible, et ça je crois qu'on peut faire confiance pour ça à la conférence interministérielle et à la task force d'être flexible et d'être à l'écoute. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il peut y avoir différents problèmes, outre d'approvisionnement des vaccins, ça a été mentionné pour le vaccin Pfizer, on était censé avoir plus de doses, maintenant on a eu moins de doses mais on se rattrape, et éventuellement des cas de mutation qui peuvent apparaître, on a la variante anglaise, une variante sud-africaine. Aujourd'hui, pour vous rassurer, on a des données de laboratoire en cours pour confirmer l'efficacité des vaccins, que ce soit vaccin Moderna ou Pfizer. On a des données préliminaires qui laissent penser que les vaccins sont efficaces contre ces formes mutantes. Et par ailleurs, dès lors que ce sont des vaccins ARN, on sait qu'on peut les remodifier aussi relativement rapidement, moins de 6 semaines ou 6 semaines, et éventuellement les reproduire en grosse quantité, parce que chimiquement, c'est plus facile à produire que des vaccins biologiques. Et donc, on vous recommande également, pour ceux qui vaccinent, et on ne recommande pas, on demande d'encoder dans la base de données Vaccinet. Alors, c'est pour des raisons vraiment de sécurité, parce qu'on souhaite avoir les informations des personnes qui sont vaccinées, pas nominativement, mais vous-même, si vous êtes vacciné, vous savez avoir accès à votre base de données Vaccinet Plus, imprimer votre information, savoir par quel vaccin. Vous voyez qu'il y a 2 vaccins. Imaginons que vous allez vous faire vacciner. C'est important pour nous de savoir quel vaccin, quelle dose, quel numéro de lot, parce que si des effets indésirables sont rapportés, et on souhaite qu'ils soient rapportés s'ils apparaissent, qu'on puisse les relier au nombre de personnes qui sont vaccinées, donc la couverture vaccinale, quel type de vaccin, quel numéro de lot éventuel, parce qu'on peut avoir un problème de qualité qui peut amener localement des effets indésirables. Donc c'est vraiment un outil de surveillance qui est majeur, c'est pas un outil pour vous tracer, c'est vous-même avec des informations à titre individuel. Moi, je ne saurais pas aller chercher dans votre Vaccinet votre information. Par contre, au niveau global, on saura le nombre de personnes qui sont vaccinées. Tous les pays font de la même chose puisque c'est recommandé au niveau européen par l'Agence européenne des médicaments. Et on a besoin aussi de vous pour cette surveillance des patients qui vont être, et des individus qui vont être vaccinés, où vous faites partie des professionnels de la santé qui pouvaient rapporter les effets indésirables à la FMPS. Et la FMPS travaille, bon, vous savez que moi j'ai travaillé également, avec l'Agence européenne du médicament, on renvoie nos effets indésirables, et l'Agence mondiale où on renvoie également nos effets indésirables. Et donc la chance, c'est qu'on travaille dans une pharmacovigilance globale, il n'y a pas de frontières pour la pharmacovigilance, pour la sécurité des médicaments, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl qui soudainement s'arrêtait aux frontières. Ici, ce n'est pas le cas pour les médicaments. Et donc, voici ce qui a été publié ce matin à 9h48. Vaccins contre le coronavirus, comment seront suivis les éventuels effets indésirables. Donc moi, j'ai contribué activement à cet article. Je ne vous le mets pas parce que j'ai contribué, je vous le mets parce qu'ils ont fait un travail didactique assez intéressant, mais vous voyez que le rôle du pharmacien est repris au même titre que le médecin généraliste. À qui doit-on communiquer les effets indésirables? L'individu peut lui-même rapporter ses propres événements indésirables, mais
On prend l'exemple du pharmacien qui, sur base du produit, de la connaissance, des effets indésirables, peut estimer s'il s'agit d'effets indésirables connus, associés à la vaccination, ou au contraire inconnus. Et on a bien évidemment un souhait plus important de rapporter tout ce qui est plus inconnu, plus suspect que, par exemple, une douleur à l'injection. Mais donc, je vous invite à aller rechercher cet article qui est en libre accès. Vous pouvez cliquer directement sur les liens. C'est assez intuitif. Alors, bien évidemment, au-delà des études cliniques, le vaccin est utilisé au-delà de la Belgique, dans le monde, aux États-Unis et en Angleterre en premier. On a aujourd'hui, j'ai regardé encore ce matin, plus de 15 millions de personnes qui sont vaccinées. Aux États-Unis, on a presque plus de 5 millions de personnes qui sont vaccinées. Un peu plus d'1 million aujourd'hui en Angleterre. Au Canada, on a à peu près 121 000 personnes. Donc, ça veut dire qu'on a une expérience avec le vaccin Pfizer et Moderna aussi. Moderna est autorisé aux États-Unis. Donc, ça englobe les chiffres Moderna. Et donc, jusque maintenant, touchons du bois, on a eu des effets indésirables en ligne avec ce qui a entendu. On a eu quelques cas qu'on analyse des personnes qui ont développé d'autres types d'effets indésirables très rares qu'on a vu aussi en études cliniques pour certains qu'on est en train d'analyser. Où, par définition, on a eu des décès aussi après le vaccin. Inutile de vous dire que si vous allez dans une maison de repos vacciner des personnes qui ont des comorbidités et qui sont âgées, bien évidemment, elles sont à risque de décès aussi, indépendamment de la vaccination. Et donc, on va avoir des décès qui vont suivre la vaccination, je peux vous le dire, mais on a beaucoup plus de décès aujourd'hui qui suivent le fait, dans ces populations, de développer le Covid parce qu'ils ont chopé le SARS-CoV-2 que parce qu'ils ont été vaccinés. Donc, on n'a pas de lien causal de mortalité associé à la vaccination rapporté tant dans les études cliniques aujourd'hui que dans la vraie vie. Par contre, bien évidemment, des personnes sont associées leurs décès sont associés à un moment ou l'autre à la prise de vaccin. Et donc, il faut éviter l'euphorie vaccinale, se dire c'est bon, maintenant tout le monde se jette sur le vaccin. On a expliqué qu'il y a des contraintes logistiques, il y a des contraintes éthiques, ça a été rappelé aussi. Éthiquement, les maisons de repos et de soins nous paraissaient les premières à devoir être vaccinées. Il faut comprendre qu'il y a des contraintes logistiques à la vaccination. Ce qui compte, c'est d'avoir une vaccination de qualité. Et on est, comme je reprends cette phrase, on pourrait dire qu'on est au début de la fin, mais on est peut-être à la fin du début. La fin du début, c'est quoi? Le fait d'avoir les vaccins disponibles. Et donc maintenant, on les a. Mais maintenant, on est sur la route pour cette vaccination auquel vous participez, je repris la phrase que le professeur Anger a mentionnée, qui vient du comité de bioéthique. C'est une vaccination volontaire, on n'impose rien. Et vous-même, vous êtes considéré dans les enquêtes, donc ce n'est pas ici du corporatisme, ce que je mentionne, avec les médecins, les pharmaciens comme personnes de confiance pour donner une information transparente et de qualité. Donc, on compte sur vous dans ce cadre-là pour informer vos patients, informer les patients et vous informer aussi vous-même avec une information adéquate. Et ces webinaires sont certainement une excellente chose organisée par la ministre et la VIC que pourront aussi vous donner des informations dans ce cadre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et donc, c'est maintenant vous qui avez la parole. Donc, vous avez déjà très largement posé des questions dans le déroulé de la discussion et donc on va essayer d'y revenir. Alors les présentations sont mises en ligne par la VIC, sur le site de la VIC. Ah ben voilà, je vois que la réponse a été faite, excusez-moi. Alors, dans la discussion concernant les priorités, effectivement, les pharmaciens ne sont pas en catégorie 2. La catégorie 2, ce serait après l'été. C'est en 1A, en fin de groupe de la première partie de vaccination avant que l'on aille vers les personnes avec comorbidité et les personnes de plus de 65 ans. Alors la sensibilisation sera surtout importante pour la phase 1B.
je serais un tout petit... Oh là, je me rends compte que ma caméra est coupée, excusez-moi. Je serais un tout petit peu réticent à appuyer cette affirmation. C'est toujours un peu l'idée qu'on a, c'est que les personnes qui sont dans des institutions sont coupées du monde. Ce n'est pas vrai. Ils ont des familles, ils sont en contact avec des soignants, avec du personnel hospitalier quand ils ont des événements de santé. Donc, je pense qu'avec leurs médecins, et je crois qu'il faut que nous continuions à considérer que l'information et la sensibilisation de la population dans son ensemble a un impact sur la décision de vaccination individuelle d'énormément de gens et de manière indirecte, y compris des résidents de maisons de repos, par exemple. Et donc, je pense que la sensibilisation que vous pouvez faire auprès de probablement déjà énormément de gens qui vous posent des questions sur la vaccination aura un impact aussi sur la vaccination en maison de repos de manière paradoxale. Nombre de vaccins pour la phase 1A, donc pour la Belgique, on estime que pour la phase 1, pardon, que tous les groupes à risque jusqu'à l'été, c'est 4 millions de Belges à peu près. Donc, à la région wallonne, c'est à peu près un tiers. Et donc, pour la Belgique, ce serait un bon 4 millions, donc une vraie moitié de la population adulte du pays. Exact. Non, on n'est pas si loin que ça. 300 000. Donc, pour vous donner une idée, les maisons de repos, c'est 200 000 doses, c'est 100 000 personnes et 200 000 doses, et on va le faire en gros en 9 semaines. Mais évidemment, c'est parce que nous sommes limités par le nombre de vaccins. Nous avons calculé que pour faire ces 4 millions de personnes d'ici l'été, il faudra que les centres ambulatoires, en fonction du nombre de centres que l'on créera, devraient conduire à la nécessité de vacciner 35 000 personnes par jour, ce qui n'est pas extraordinaire ou pas énorme en tenant compte d'un nombre de centres de vaccination adéquats. Donc, je crois qu'il faut être confiant. Le facteur limitant ne sera pas notre capacité à vacciner, mais bien la mise à disposition du nombre de vaccins nécessaires, ce qui, en principe, est la raison pour laquelle nous devrions finir cette phase 1 au cours de l'été, probablement vers la fin juillet. Pourquoi n'utilise pas-on plus les tests antigéniques rapides? Je propose qu'on reste sur la vaccination. On peut refaire des webinaires sur le dépistage. Je pense que ce sera probablement une chose utile, mais ici, le temps n'est pas extensible à l'infini. Je pense qu'il serait utile que nous restions sur la vaccination. Jean-Michel, les personnes immunodéprimées. Oui, donc là, je peux répondre pour les deux vaccins, puisque maintenant, je peux parler des données des deux vaccins. Donc, tant les immunodéprimés ou les patients sous immunosuppresseurs n'ont pas été inclus dans les deux études cliniques, mais ils ne sont pas contre-indiqués. Ce qu'on mentionne juste, c'est qu'il est possible qu'il y ait une réponse immunitaire qui est moindre chez eux, mais ils ne sont pas contre-indiqués. Si on prend par ailleurs l'étude Pfizer, on a eu toute une série de personnes qui ont été incluses, qui souffrent de HIV, donc infectés séropositifs au virus immunodéficient humain et de l'hépatite C. Et ils ont été inclus. En tout cas, il y a peu de données d'efficacité parce qu'il y a peu d'individus ont été inclus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contre-indiqués? C'est parce qu'il y a également
c'est le cas pour les autres vaccins. Ils ne sont généralement pas étudiés, ces personnes-là, dans les études cliniques avec les autres vaccins. Et en ce qui concerne le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, ces personnes sont étudiées, sont en cours d'études spécifiquement dans ce qu'on appelle des études post-authorization, donc des PASS, des Post-Authorization Safety Study. Donc, on aura plus d'informations sur l'immunologie, l'immunicité induite chez ces personnes. Et pas plus tard qu'hier soir, j'avais une personne au téléphone dont son mari était sous immunosuppresseur. Donc, de toute façon, je pense que, on aura plus de données dans les semaines à venir et la plupart des patients immunodéprimés peuvent être inclus, mais on aura plus de données dans les semaines à venir, mais pas de contre-indication à ce stade. Jean-Michel, tant que tu réponds une série de questions qui tournent autour de Vaccinet et l'accès des pharmaciens aux données de Vaccinet, est-ce que le numéro de lot sera repris dans Vaccinet? Est-ce que tu peux répondre ou... Normalement, je n'ai pas moi-même accès à Vaccinet. Donc, en fait, la plateforme Vaccinet existe en Flandre depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, il y a une certaine expérience de la plateforme en tant que telle. Elle a été adaptée ici pour les vaccins pour être disponible dans les 3 régions du pays. L'objectif, je vous l'ai dit, c'est d'encoder le nom du vaccin, le numéro de lot et la dose, le moment où il a été utilisé. Et ça reste pour vous accessible sur votre base de données via le site masanté.be. Vous savez, avec votre numéro 10, je pense, aller rechercher à titre individuel votre vaccin. Alors, ce qui est important, c'est que ça remplace, si vous voulez, et c'est ce qui se passe pour ceux qui utilisent Vaccinet de façon générale, ça remplace le carnet de vaccination physique et ça peut être utilisé pour d'autres vaccins. Donc, normalement, le numéro de lot doit être encodé. Et, en fait, ceux qui vaccinent aujourd'hui dans les maisons de repos et de soins ont un sticker. Ils doivent, dans Vaccinet, encoder le nom du vaccin, la dose et le numéro de lot. Alors, bien évidemment, la personne qui a été vaccinée peut le retrouver. Et il y a une information sur le moment où elle doit avoir sa 2e dose, puisqu'elle doit retrouver sa 2e dose. Alors, en maison de repos, c'est un peu moins important, puisque ce n'est pas les personnes elles-mêmes qui gèrent leur vaccination. Bien évidemment, en ambulatoire, quand vous, en tant que pharmacien, vous devrez éventuellement vous faire vacciner, suivant l'endroit où vous allez vous faire vacciner, ben vous aurez l'information de votre 2e dose, quand est-ce que vous devez aller la refaire, et ce sera encodé. Alors, quid de la disponibilité des vaccins en Europe, aux États-Unis, au Canada et puis en Afrique, en Inde? Donc, évidemment, est-ce qu'il y a suffisamment de vaccins? Il y aura suffisamment de vaccins à condition d'y mettre le temps, mais c'est la population de la planète entière qui souhaite se faire vacciner et donc la pression sur la production est énorme. Je ne pense pas qu'il y ait d'exemples comparables dans l'histoire de l'humanité d'un tel effort à l'échelle planétaire. Alors, vous avez bien compris que tout le monde n'est pas égaux devant l'approvisionnement en vaccins. Ça n'est pas une surprise et ça n'est pas différent des inégalités de cette planète par ailleurs. Néanmoins, la géopolitique fait que il y a des distributions de vaccins dans toute une série de pays moins favorisés, essentiellement par l'intermédiaire de la Chine, qui en a fait, comme les États-Unis, je pense, une arme diplomatique, puisque vous avez vu que Israël était largement mieux servi que la Belgique en vaccins, par exemple, et je pense qu'on peut faire le lien avec le fait qu'il s'agit de vaccins produits et financés en grande partie d'ailleurs par le gouvernement américain. Ce que je crois on peut dire, et c'est souvent le cas des vaccins qui sont malgré tout des produits peu chers et qui peuvent être fabriqués à grande échelle, que pour autant que nous ne soyons pas trop impatients dans le courant de l'année 2021, des quantités de vaccins phénoménales par rapport aux besoins de la planète vont être produits. Vous avez vu que la Belgique devrait avoir l'ensemble des doses dont elle a besoin pour couvrir toute sa population au cours de 2021. Or, nous recevons notre part
de la commande européenne. Donc ça veut dire que tous les autres pays européens sont proportionnellement à leur population, je parle des pays de l'Union européenne, sont proportionnellement à leur population servis au même niveau que nous. Alors, les effets génétiques du vaccin ARN, Jean-Michel, je pense que ça c'est une question qui te revient. Donc, vous avez vu certainement que dans les médias, on aime bien une certaine confusion et donc on parle de vaccins ARN comme des organismes génétiquement modifiés. Effectivement, c'est des organismes génétiquement modifiés, comme un virus contient du matériel génétique qui est différent de ce que vous avez habituellement. Et à partir du moment où vous utilisez un ARN ou de l'ADN pour générer la protéine d'intérêt, c'est du matériel génétique qu'on vous injecte. Alors, je vous ai montré une slide où on représente cet ARN et je vous ai dit que la caractéristique de l'ARN, c'est qu'il est très peu stable et donc dès qu'il est injecté, il rentre dans la cellule, mais il s'arrête au niveau du cytoplasme. Donc si vous prenez la comparaison avec un fruit charnu comme une pêche, vous avez le noyau, vous avez l'ADN, donc où se retrouvent les gènes de façon générale, et le cytoplasme, c'est la partie charnue, et en fait l'ARN, c'est comme un verre qui s'arrête dans la partie charnue, il est rapidement ensuite utilisé pour former la fameuse protéine S, et donc il n'y a pas d'impact de l'ARN messager sur le matériel génétique. Ça pourrait être le cas, par exemple, si c'était de l'ADN, mais ici, ce n'est pas le cas avec l'ARN. Merci Jean-Michel. Alors, il y a une série de questions qui tournent autour de l'information par le pharmacien. Et je lis avec plaisir que plusieurs interventions pour souligner l'enjeu que représente l'information à travers les pharmaciens. Est-ce qu'il y aura du matériel? Oui, il y a. Donc, nous avons déjà produit des affiches et des dépliants en plus d'un site et de la mise en ligne des webinaires, dont celui-ci qui sera en ligne sur le site de l'AVIC. Alors la priorité a été à la distribution dans les maisons de repos, c'est quand même 100 000 dépliants et des affiches pour les 600 maisons de repos. On va continuer et il est évident que on vous livrera dès qu'on aura la possibilité d'en produire pour les salles d'attente et les pharmacies, ces dépliants qui donnent une série d'informations utiles, mais qui ont pour le moment été très orientés vers les maisons de repos et de soins, vu que c'était évidemment la première priorité. Mais effectivement, on est tout à fait demandeur de pouvoir collaborer avec vous sur ce point. Conditionnement de Moderna, c'est des flacons de 10 doses, donc il faudra faire bien attention puisque Pfizer, Comirnaty, puisqu'il faut commencer à s'y habituer, Comirnaty, il faut commencer à s'y habituer, c'est 5 doses et il faut le reconstituer. Moderna, c'est 10 doses et il ne faut pas le reconstituer. Donc, ce sont des vaccins qu'il faudra ne pas mélanger. Et bien sûr, ceux qui arrivent derrière auront eux aussi des conditionnements différents. Dans le futur, certains vaccins pourront être conservés au frigo. Seront-ils disponibles directement à la pharmacie et injectés par le médecin traitant? Jean-Michel? Donc, c'est-à-dire que ça dépend avant tout de deux choses. D'une part, de la campagne de vaccination, la façon d'être organisée. Donc là, on a mentionné qu'on a surtout organisé la phase 1 tant que maintenant. Et dès qu'on va sortir des maisons de repos, ben là, il y a une organisation qui peut être différente entre les différentes régions et qui va être différente éventuellement suivant les vaccins pour lesquels on est approvisionné. Donc la problématique du vaccin Pfizer, ben, elle est avant tout sa température de conservation à moins de 75 degrés, qu'il faut des hôpitaux up pour diffuser les vaccins qui sont maintenus en 2 et 8 degrés ensuite pendant maximum 5 jours. Donc la pharmacie n'est pas l'endroit pour faire, la pharmacie ambulatoire n'est pas l'endroit pour permettre ça. Par contre, en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin qui est maintenu et le vaccin normalement Janssen, ce sont des vaccins qui sont maintenus en 2 et 8 degrés, donc c'est comme les vaccins classiques pour la grippe.
Et donc là, dans les campagnes de vaccination, la façon dont elles vont être organisées, là, je laisse peut-être Madame la Ministre prendre la parole à ce sujet-là, c'est quelque chose qui peut ne pas être exclu, mais moi, je n'ai pas plus d'informations aujourd'hui sur la façon dont ça va se dérouler. Non, donc on travaille avec effectivement professeur Angler sur la vaccination de masse avec des logisticiens pour pouvoir la modaliser. Effectivement, je pense qu'il est probable que peut-être à un moment vous soyez amené, mais ce sera plus loin, beaucoup plus loin dans l'année peut-être, à pouvoir en disposer, moyennant le fait effectivement que ce soit des conditions de conservation qui ne vous demandent pas des achats complémentaires de matériel, le cas échéant. Mais je pense qu'on ne va pas se tourner à ce stade vers vous, parce qu'on va faire des centres de vaccination. Donc, vous savez qu'on a des centres de testing en Wallonie, on en a 37 plus une vingtaine d'antennes. Nous souhaiterions pouvoir en reconvertir une partie en centre de vaccination. On a des sites comme par exemple Bierzet ou peut-être Ronquière qui sont des gros centres qui pourraient devenir des centres de vaccination. Et donc, dans un premier temps, on va plutôt se tourner vers ce type de centres pour vacciner. Je pense qu'une fois qu'on aura des vaccins qui seront avec des conditions de conservation entre guillemets normales en termes de chaîne de froid et en dose individuelle, on va évidemment faire progressivement rentrer cette vaccination dans le schéma normal. On est ici dans une situation tout à fait exceptionnelle qui est une vaccination de masse où le temps est un facteur essentiel, et c'est la raison pour laquelle les firmes fournissent des flacons multidoses. C'est une façon de produire plus vite, des plus grandes quantités, et ça a évidemment un impact sur la façon dont on vaccine. Mais ceci est une période transitoire. On peut d'ailleurs aussi dire, ça je pense que Jean-Michel ne me contredira pas, que le vaccin 2022 ou 2024 contre la Covid-19 n'aura peut-être pas grand-chose à voir avec ceux qu'on nous délivre aujourd'hui, qui sont ceux de première génération dans la lutte contre une nouvelle pandémie mondiale. La durée de protection du vaccin, je ne pense pas qu'on en ait effectivement parlé. Jean-Michel, tu veux dire un mot ? Oui, donc la durée de protection, de nouveau, je vais parler des deux vaccins, puisque j'ai un peu plus facile maintenant. Donc des deux vaccins, en fait, on a les informations sur la durée qui vient des études cliniques. Et les informations à l'avenir viennent de projections assez logiques. Un peu, je vous ai parlé des anticorps qui sont produits et où on sait qu'on a de bonnes informations que les anticorps chez les personnes qui ne redéveloppent pas la maladie sont assez efficaces pendant 6 mois. Donc pour les vaccins, les études ont commencé pour les fameuses phases 3 au mois de juillet. Les données intermédiaires qui sont fournies tant pour le vaccin Pfizer que pour le vaccin Moderna ont été fournis avec plus de 50% des personnes qui ont eu la deuxième dose depuis au moins 2 mois. Et donc, si vous regardez les courbes que je vous ai montrées, ça va jusqu'à 100 jours après la première dose. Donc, les données d'efficacité sont relativement claires après 2-3 mois. On sait maintenant, après 6 mois, qu'il y a certainement une efficacité qui reste au moins équivalente. Et les projections qu'on fait, c'est une efficacité minimum de 1 an, donc on l'espère plus. Mais on n'a pas de données robustes pour vous donner une précision. Mais c'est le cas de tous les vaccins qu'on met sur le marché, puisqu'on a des données cliniques principalement chez l'animal, mais qu'on ne va pas faire pendant non plus 2-3 ans, et des données cliniques qu'on arrête généralement dans les études après 6 mois, qu'on continue à suivre, mais les autorisations viennent après 6 mois de connaissances chez les individus, et c'est seulement après, dans la vraie vie, et je vous rassure, on fait avec Sciensano des études, et tous les pays, je vous ai montré qu'on n'est pas les seuls à vacciner, des études de ce qu'on appelle d'effectiveness, la mesure du maintien de l'efficacité du vaccin dans la population. Donc on aura des données belgo-belges d'ailleurs, de l'efficacité du vaccin avec le temps. Et s'il faut vacciner, on vaccinera. Comme on vaccine pour la grippe, s'il faut changer aussi légèrement le vaccin, on changera le vaccin. Puisque si ça reste la seule arme efficace pour réduire de 95% la maladie, c'est encore plus efficace que la grippe. Donc, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Alors, la question sur une personne qui refuserait la vaccination dans un premier temps, pourra-t-elle être vaccinée si elle change d'avis?
Alors, on n'a pas vraiment, donc il y a des discussions au sein de la task force fédérale autour de toute une série de questions qui ressemblent à celle-là. Est-ce qu'on pourra choisir son vaccin quand il y en aura plusieurs? Est-ce que si on refuse dans un premier temps, est-ce qu'on pourra revenir secondairement? Alors, je pense que je vais vous répondre à titre personnel, puisque nous n'avons pas encore une position officielle sur cette question. Je pense que dans une campagne de vaccination de masse comme celle que nous avons maintenant, il n'est pas envisageable de s'adapter à des desiderata individuels. La vaccination est volontaire, donc chacun décide s'il souhaite être vacciné ou non, mais ça ne donne pas la possibilité de choisir. Je pense d'ailleurs qu'on fera autant que possible des efforts pour ne pas mélanger trop de vaccins au même endroit et au même moment, pour ne pas entraîner de risques inutiles de confusion. Par exemple, pour vous montrer que c'est quand même une disposition qui comporte certaines souplesses, nous allons passer 2 fois en maison de repos pour démarrer la vaccination, puisque nous n'avons pas aujourd'hui les doses qui permettent de couvrir l'ensemble du personnel qui souhaite être vacciné au cours de la première vague de vaccination. Et nous avons donc décidé que lorsque nous revenons pour une deuxième vague de vaccination, vacciner ceux pour lesquels on n'aurait pas eu de dose, ceux pour lesquels il y avait un cluster de 10 au moment de la première vaccination et qu'on a donc attendu que la situation soit plus favorable, nous sommes disposés à ce moment-là à prendre des hésitants vaccinaux, comme on les appelle, qui désiraient être vaccinés à ce moment-là. Par contre, on ne reviendra pas dans les maisons de repos faire la vaccination de personnes qui changeraient d'avis 1 mois plus tard, parce que nous serons à une autre étape de la vaccination. Elle sera offerte à d'autres personnes, chacun qui a eu la possibilité d'être pris prioritairement ne peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre secondairement après avoir décliné l'offre qui lui est faite, ce qui est son droit le plus strict. Néanmoins, il est évident qu'à partir du moment où on va aller vers la vaccination de la population générale, tout le monde fait partie de la population générale et toute personne non vaccinée pourra à ce moment-là y avoir un nouvel accès au titre de membre de notre communauté belge. Voilà un peu comment, mais j'insiste sur le fait que je m'engage à titre personnel dans une réponse et qu'il ne s'agit pas à ce stade-ci d'une prise de position de la task force fédérale interfédérale pour être tout à fait précis, puisque nous y sommes en tant que région wallonne au même titre que les autres entités fédérées ou fédérales d'une prise de position globale. Mais je ne pense pas que je sois à des kilomètres de ce que Madame la ministre ou d'autres membres des personnes responsables pensent quand il s'agit d'aller au plus vite vers la couverture du maximum de nos concitoyens contre cette épidémie qui nous ravage maintenant depuis des mois. Madame la ministre, je pense que tout doucement, nous arrivons au bout de notre temps. Est-ce que on pourrait vous donner l'occasion peut-être de clôturer? Donc peut-être quelques mots en guise de conclusion, parce que c'était important que vous disposiez de l'information dans un temps assez court, même si la campagne de communication qui va démarrer dans les prochaines semaines, qui va s'étaler sur plusieurs mois, va à l'évidence s'appuyer sur la première ligne, va s'appuyer sur les médecins généralistes, sur les infirmiers à domicile, sur les aides familiales, mais aussi vous donner l'information pour que dans le cadre des contacts que vous aurez avec les citoyens qui rentrent dans votre officine, vous puissiez avoir toutes les infos et éventuellement leur donner des dépliants ou des informations s'ils le souhaitent. Donc on travaille aussi avec l'équipe d'Yvon Angler à une grosse campagne de communication qui va s'orienter en partie vers les professionnels de la santé que vous êtes. Et donc voilà, on sait aussi que, comme ça a été évoqué, vous êtes des personnes de confiance. Donc on essaiera de garder le lien
avec vous pendant ces prochains mois, au fur et à mesure des évolutions, des différentes autorisations, pour que vous ayez des données techniques sur les autres types de vaccins qui vont être autorisés et sur l'organisation pratique de la vaccination qui va évoluer et qui va nous demander de nous adapter en fonction des arrivées et des livraisons vaccinales. Pour ce qui concerne les régions et l'État fédéral qui sont en charge de la vaccination, on a tout mis en place en termes de logistique pour pouvoir vacciner au plus vite. La dernière des contingences, qui n'est pas la moindre, c'est de pouvoir disposer des vaccins pour le faire, mais c'est vrai que les informations qu'on vient d'avoir hier et ce matin, qui sont confirmées d'arrivée de, pour le moment, 89 700 vaccins par semaine, peut nous permettre d'utiliser l'ensemble de ces chiffres-là par semaine pour vacciner dans un premier temps, et puis la montée en puissance. On ne sait pas encore quand on aura ceux de Moderna, mais ça ne devrait pas être trop long dans les toutes prochaines semaines, je l'espère. Prochain défi, Yvon et Jean-Michel. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, bonne continuation, et n'hésitez pas à revenir vers nous le cas échéant. Si vous avez des remontées du terrain qui vous reviennent, on est toujours demandeurs, et j'en termine aussi en remerciant l'AVIC qui a organisé les modalités pratiques de cette rencontre et de ce webinaire. À bientôt. À bientôt. À bientôt, merci à vous.